Bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors juste avant de commencer, un point où je voudrais remercier les gens de Bernard Control qui sont venus et grâce à qui cette transformation peut être possible. Donc Christopher, Yannick et Marco, qui sont des personnes qui ont grandement participé à la transfo qu'on a menée. Et remercier aussi les quelques anciens de Bernard Control qui sont dans la salle et qui ont posé quelques fondations pour nous amener à cette transfo. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de discuter de l'impact du MIFA sur la performance collective. Je vais commencer rapidement par me présenter parce que ça va donner quelques clés de lecture. Donc moi, je suis ingénieur en fonderie et en forge. Ma carrière se décompose en trois parties, 5 ans dans l'auto avec de la grande série, 5 ans de moyenne série dans l'aéro, boîte américaine, super top-down, où tu décides pas de grand-chose. Et puis maintenant 5 ans et demi chez Bernard Control, donc c'est plutôt de la petite série. Et un parcours avec des évolutions de carrière régulières qui donnent plein de certitudes et qui du coup empêchent de se remettre en question et d'admettre ses erreurs. Voilà. L'avantage du MIFA, c'est que ça casse tout ça. Juste pour présenter Bernard Control, parce que c'est pas forcément la boîte la plus connue du monde. Donc Bernard Control, c'est un groupe familial français fondé en 1936. On fabrique des servomoteurs électriques, donc notre métier c'est l'assemblage. Un servomoteur c'est quoi? C'est globalement un moteur qui pilote une vanne, d'accord? Donc partout où vous avez du fluide, où vous avez des vannes et où vous avez besoin de pilotage électrique, vous avez en général des servomoteurs. Donc on a 4 sites de production, Gonesse, Grandvilliers, et puis donc Grandvilliers c'est dans l'Oise, une trentaine de minutes au-dessus de Beauvais. Un site aux États-Unis, un site en Chine. On couvre mondialement les marchés, donc on est une petite boîte mais très étendue. L'Espagne, l'Italie, enfin l'ensemble de l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique. Juste pour vous donner quelques chiffres et vous donner un peu le contexte de notre entreprise, donc on est 150 personnes à Gonesse, 60 sur Grandvilliers. Le tact actuel est de 10 minutes, voilà, comme ça vous donne une idée également de la volumétrie. Et on a un atelier de production qui fait environ 4000 m². Nos marchés, donc c'est le pétrole, le gaz, l'eau, le nucléaire, enfin voilà, tous les marchés où il y a de l'énergie et du fluide. Notre contexte, c'est qu'on est un peu le troisième larron. On a 2 géants devant nous qui s'appellent Oma et Rotork, qui à eux deux font 12 fois plus de chiffre d'affaires que nous. Voilà. Et donc l'idée, nous, c'est de se placer comme étant une boîte différente de ces deux-là. On ne sera jamais un énorme mastodonte. Donc qu'est-ce qu'on peut offrir à nos clients de différenciant par rapport à ces deux énormes boîtes? On va commencer tout de suite en se mettant à l'aise et en évoquant les résultats. Ça évitera de se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc on va d'abord parler du lead time, donc la durée de vie de nos commandes. Donc on a démarré en janvier à 54 jours ouvrés. Sur le mois d'août, on est à 28. On a arrêté les chiffres en août parce qu'après nos délais de commande font que les chiffres plus loin ne sont pas nécessairement crédibles. Donc ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'on a mis en place nous a permis de réduire de 48% le lead time depuis le mois de janvier. On avait un retard important, équivalent à peu près 3 mois de production. On l'a divisé par presque 4 au moment où on se parle même. L'objectif, c'est d'arriver à 500 fin décembre et on n'en sera pas loin. Sur notre promesse au client, donc le on-time delivery, donc c'est l'engagement que nous on prend quand le client nous passe une commande. On a gagné 19 points d'OTD. Il y a un travail qui avait été bien démarré sur 2022 et 2023. Et on a atteint nos 80% d'OTD. Et puis sur notre réponse au marché, donc qui est notre respect des dates demandées par le client, d'accord. Là-dessus, voilà, on a progressé de 30%, passant de 4 commandes sur 10 livrées au moment où le client le voulait, à aujourd'hui 7 commandes sur 10. Il y a encore du boulot, mais c'est déjà pas mal. Ce qu'on note aussi dans les trucs un petit peu moins palpables et un peu moins visibles en termes de graphique, 39% de chiffre d'affaires à fin octobre supplémentaire par rapport à 2023, 10% de surface totale de production libérée, on verra comment on a fait ça. On organise régulièrement des visites d'organismes, de clients, voilà, on se met vraiment en mode visite en permanence et aujourd'hui on est fiers de le faire, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a un an et demi. Une satisfaction globale de nos clients, que ce soit nos filiales ou les clients externes, avec des feedbacks positifs, une com qui est plus régulière et aussi une différenciation par rapport à la concurrence qui est en difficulté. On a un de nos concurrents qui a changé de RP, voilà, donc mécaniquement il ne s'est plus livré. Voilà. On a aussi un quotidien qui est un peu plus calme, pas nécessairement moins dense mais plus calme. 13% d'efficience gagnée dans l'atelier et 23% de réduction de stock depuis le début de l'année.
Le point le plus important, qui est un peu la base de tout ça, c'est qu'avec tout ça, on a gagné l'engagement collectif dans la démarche. C'est pas pour rien si on a des gens, des ateliers qui sont venus aujourd'hui. Et c'est vraiment le fil rouge de la présentation. Alors, petit contexte de départ, donc je vous l'ai dit, en janvier, on avait 3 mois de retard en prod, des appels, des courriers à rédiger, des réunions en urgence avec des plans de rattrapage. On doit faire un planning à la demi-journée de où en sont nos produits dans l'atelier. Une forte tension sur la trésorerie, puisqu'on achète et qu'on ne vend pas, et qu'on a aussi des lead times qui sont très longs, des tas de produits qui dorment en production sur lesquels on ne peut pas travailler, des équipes qui courent vite mais qui ne courent pas nécessairement dans la bonne direction, et puis le sentiment d'avoir toujours les mêmes problèmes depuis des années. Contexte de départ, il fallait se mettre en condition il y a 1 an ici avec Aurore, on a croisé Cyril, les planètes se sont pas trop mal alignées, donc ça a été un peu le déclencheur de tout ça. On a aussi démarré avec une équipe un peu restreinte, on verra que c'est important, parce que c'est impossible d'emmener 150 personnes dans une transfo d'un coup, donc avec on va dire des fonctions très opérationnelles, la prod, les méthodes, Lordo et Yannick. Voilà. Et puis le fait d'accepter un constat, c'est qu'on a des problèmes, mais que finalement c'est pas tant un problème, parce qu'il faut bien qu'on serve à quelque chose quand même. Donc on a tous partagé ce constat. C'est là où on a eu l'intervention de Cyril, et ensemble on a construit ce MIFA. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment on fait un MIFA. Vous tapez Cyril Garambois MIFA sur Google, vous allez sur le lien de Télécom Paris, vous avez une énorme présentation qui vous explique comment on fait ça. Je vous invite à y aller, elle est très instructive. Les étapes du MIFA, elles sont quand même, on pourrait les résumer comme ça en se disant d'abord on met des lunettes, ensuite on regarde, on affiche et on discute. Le MIFA, c'est pas un support de diagnostic qu'on peut voir quand il y a des grosses boîtes de prestat qui viennent faire un diag avec la VSN qui les arrange bien. Pour nous montrer qu'on a trop de stock à tel endroit, etc. C'est un support de discussion, de compréhension et sur lequel on apprend des choses, d'accord, ou sur lequel on accepte d'apprendre des choses. C'est un peu différent. Le MIFA, il nous met juste le nez sur des trucs qu'on voit tous les jours mais qu'on ne veut pas regarder. Et là où c'était important pour nous, quand on voit d'où on partait notamment d'un point de vue satisfaction client, c'est le fait de se dire, ok, qu'est-ce qui dans le MIFA va nous aider à progresser en termes de satisfaction client et à en faire une obsession. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a rien découvert, en fait. Sauf que là, on les avait vraiment devant le nez, ces problèmes-là. Je vous ai mis tout un tas de constats, qui sont des trucs qui se mettent en bas du MIFA. C'est tout ce qu'on peut entendre quand on construit le MIFA. On démarre la prod avec des manquants. On dit qu'on ne peut pas faire de high runner, parce que nous, on fait que de l'ETO, donc les high runners, ça n'existe pas chez nous. On a à peu près un poste de travail sur 3 qui est inutilisé au quotidien, vide, tout le temps. Lorsqu'on a un problème, plutôt que d'en parler, on le met dans une base de données. Comme ça, on pourra mesurer notre temps de traitement des problèmes, voilà, et exposer des choses dans des grandes réunions. On avait les experts qui étaient pleines à craquer. En janvier, on a même dépensé 20 ou 25 000 € pour rajouter des racks, alors qu'on avait 3 mois de retard chez nos clients. Donc là, on avait aussi une évidence qui nous sautait aux yeux. Je vous le disais, à peu près 200 produits qui dormaient dans l'usine, et puis plus d'OF urgents que d'OF non urgents. Voilà, on avait plus de priorités que de plans de production. Donc toutes ces évidences-là, en fait, quand on dessine le MIFA, et c'est à ça que ça sert, quand on construit le MIFA, elle saute aux yeux. Le MIFA, l'avantage, c'est qu'il est incontestable, puisqu'on y passe énormément de temps, qu'on ne choisit pas ce qu'on y met, puisqu'on y met la réalité. Et donc là, mécaniquement, toutes ces évidences-là, elles n'ont plus qu'à être partagées avec les équipes, partagées avec la core team, les 4 personnes que vous avez vues juste avant, pour ensuite se dire, ok, maintenant il va falloir y aller. Donc là, on va rentrer dans une partie un peu opérationnelle. C'était un des objectifs de la présentation, c'était de dire, il y a peut-être 3-4 items opérationnels qui peuvent vous intéresser, et vérifier un peu les impacts que ça a pu avoir sur la satisfaction client. Bon, ça paraît basique, mais on a mis en place les endons. Donc ça, vous voyez ce que je vous disais, quand on avait des problèmes, on venait remplir des fichiers d'anomalies qui nous sortaient des beaux graphiques et qui nous disaient voilà, on a des erreurs sur les nomenclatures, mais en fait on le sait, qui nous disaient il y a des choses qu'on ne fait pas bien, mais en fait on le sait. Et en fait, on n'échangeait jamais autour de ça, puisque tout était dans un Power BI, dans une belle application très belle en plus, très ergonomique, qui du coup n'amenait pas à l'échange.
Donc on a mis en place les andons, en partenariat avec IO, et puis les 5 colonnes. Ça a petit à petit pris la place de nos outils de suivi, et en fait ça a permis ça a permis de déclencher 2-3 aspects importants. C'est que déjà les team leaders se sont appropriés ce 5 colonnes assez rapidement. Ça c'est un team leader dans une seule zone de production, et il doit y avoir une dizaine de jours là, d'andons. Donc c'était 2, 3, 4 andons par jour. Ça mettait aussi en visibilité les problèmes, c'est-à-dire que vous soyez directeur général, directeur industriel, superviseur, client, fournisseur. Quand vous arrivez dans une usine où il y a 2 ou 3 écrans avec des lumières oranges ou des lumières rouges, forcément vous vous dites ici il y a des problèmes, il va falloir s'en occuper. On voit plus les problèmes sur un écran que sur un Power BI. Et ça permet mécaniquement de se dire ok, il va falloir aller aider les gens qui ont des problèmes. Les problèmes, ils deviennent importants pour tout le monde, parce qu'ils sont vus. Moi, j'ai pas envie, alors il faut qu'on ait de l'andon, mais j'ai pas envie d'avoir un client qui vient chez nous et sur lequel on a 10 écrans allumés avec des lumières rouges. Mécaniquement, il y a presque un sentiment de se dire ok, on va y aller, on va le régler, parce qu'on n'a pas envie que les gens aient des problèmes, parce qu'on n'a pas envie que les gens voient qu'on a des problèmes. Et puis mécaniquement, ça accélère le traitement, parce qu'on reçoit des textos, parce qu'on nous dit ça fait 2 heures que là-bas ils sont arrêtés. Ça fait 3 heures qu'ils sont arrêtés. Et donc, plus vite on traite les problèmes, plus vite on débloque les situations, plus vite on livre le client. Le message qu'on passe avec l'andon, aux équipes, on leur dit que leurs problèmes sont nos problèmes, donc on leur amène du respect. Et aux clients, on leur dit, on traite les problèmes plus vite, on livre plus vite. On attaque ensuite la partie iRunner, tag time, lissage, mixage, le flux, les points de contrôle. On avait des vrais problèmes de régularité, là on est en 2023, sur les quantités qu'on devait sortir tous les jours. Des fois on faisait 5 produits par jour, des fois on en faisait 85. Je ne savais pas pourquoi. Alors Chris est là, Chris c'est le superviseur de la fin de ligne. C'est lui qui souffrait le plus de ce truc-là. Et en fait on s'est dit mais on en a des iRunners. Alors on n'a pas des iRunners à 1000 produits par jour évidemment, mais on se dit qu'on a 4, 5, 6 références où on peut en faire 2 par jour, 8 par jour, 7 par jour, tous les jours. Mécaniquement, on en trouve. Alors que dans la tête de tout le monde, chez Bernard Control, on ne peut pas faire de iRunner, notre vie c'est le TO. Impossible à produire. Derrière ça, on travaille sur le tact. Qu'est-ce que le client nous demande? C'est inutile de faire 80 servomoteurs sur une journée, parce que c'est pas ce que le client nous demandait. C'est pas ce que le client nous demande aujourd'hui. On travaille sur le lissage, on amène du respect aux équipes. C'est-à-dire que Chris, ici, en ce moment, c'est 32, je crois. 32. Chris, il doit faire... Ah oui, 32. Chris, il doit faire 32 servomoteurs par jour. Il arrive le matin, avec ses équipes. Il sait que s'il fait 32, il a fait une bonne journée. On ne lui dit pas, il faut pousser au max, il faut courir au max. On a même eu des discussions où on a demandé aux gens de ralentir. C'est difficile d'expliquer aux équipes de prod que tu faisais courir avant, de leur dire tu vas trop vite, ralentis, ça sert à rien, on court pour rien, fais autre chose. Et puis le mixage. Le mixage, il a permis de fluidifier les boulots, puisqu'en faisant un petit peu de tout le temps, mécaniquement, on bouchonne moins. On a également ajouté des points de contrôle, donc on a soigné le goulot en mettant un compteur à l'entrée de ce goulot, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'on ne vient pas le suralimenter, d'accord, puisque c'est inutile, vu que de toute façon il va moins vite que le reste. Chez nous, c'est la peinture. C'est chez Chris, encore une fois, t'as bien fait de venir. Et puis on soigne aussi le client. Ce tableau-là, c'est la cible journalière. Alors c'est pas la cible journalière de la zone de Christopher, hein, c'est la cible journalière de l'entreprise. D'accord? Donc il est à l'entrée de l'atelier, point par lequel tout le monde passe pour aller à la cantine, pour aller boire un café, pour organiser des visites. Et il est le reflet de la performance collective. Très important de montrer aux équipes support que quand ça marche, c'est aussi grâce à eux. Très important de montrer à la direction générale que quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'on a des problèmes et c'est qu'il va falloir venir aider. Mettre en visibilité toujours. Donc avec ça, on a une charge qui est stabilisée et qui est connue. Là encore, on amène du respect aux équipes. Et par contre, par rapport aux clients, on améliore notre prédictibilité. On sait ce qu'on va faire tous les jours. Donc quand on dit au client, cette commande-là, tu l'as dans 10 jours, vu qu'on sait qu'on doit faire 32 servomoteurs par jour, dans 80% des cas, il l'a dans 10 jours.
Avant, c'était 60% d'écart. Toujours la même chose, liaison équipe-client. Ensuite, on a attaqué la densification, puisque dans le MIFA, on voit que l'atelier il est plein à craquer. De toute façon, il n'y a pas assez de place. On n'y arrivera jamais. On ne peut pas s'en sortir. On a fait quelques basiques. Alors, c'est des trucs qui paraissent idiots. Moi, Cyril, au bout d'une semaine, il m'a dit « Charles, tu stockes du vide ». J'ai pas compris tout de suite. Et puis après, j'ai regardé ce qu'on avait. Et en fait, effectivement, quand vous stockez des trucs qui font 30 cm entre deux lisses qui font 1,20 m d'espace, vous vous dites que peut-être en rajoutant des lisses, on pourrait diminuer le nombre de racks et gagner de la place. Ça paraît hyper idiot, mais c'est là encore la force du MIFA, c'est de se mettre devant des évidences. On a traité les dormants, on a mis en place une clinique qualité, qui fait que petit à petit, on a vidé l'atelier. Aujourd'hui, on a une zone dédiée, donc une clinique devant laquelle on se réunit toutes les semaines. C'était 2 ou 3 fois par semaine au départ, je crois, pour écluser rapidement. Et ça nous a permis de libérer des mètres carrés. On est en train de retirer des appros bord de ligne. Quand je vous disais qu'on avait 30% de postes inutilisés, c'est parce qu'on a compris la logique qui avait été mise en place, alors qui était sans doute la bonne à l'époque. C'est que chaque petite pièce devait être en appro bord de ligne, peu importe sa fréquence de consommation, et que quand le poste était plein de petites pièces, on recréait un dynamique de petites pièces, et donc il fallait remettre un poste devant. Voilà. Et donc on s'est dit, mais on va déjà faire... Les spécialistes, ils vont dire, moi, vous rigolez, vous êtes des bisounours, mais il a fallu qu'on démarre par quelque chose quand même. Et en faisant ça, on a supprimé, je sais pas, 7, 8, 10 postes à peu près déjà dans l'atelier. On a aussi diminué les bords de ligne et les encours dans l'atelier via le lissage, puisqu'aujourd'hui, les approvisionnements du magasin se font dès qu'on a une palette qui rentre en production, il y a une palette qui est préparée par le magasin. Et puis, on a également travaillé sur les expéditions, parce que nous, ce qu'on avait en tête, et c'était normal à l'époque quand on avait des tensions de trésorerie, des problèmes de chiffre d'affaires, etc. Notre priorité, c'était de facturer. C'était pas nécessairement de livrer le client. Après, on a compris quand même pour lui, c'était mieux d'avoir ces produits. On s'est dit, bon, on va quand même essayer de le livrer. Et donc, on se retrouve avec des zones vides. Et quand les gens nous demandent, mais vous allez faire quoi de ça? Et qu'on leur répond, bah rien. Là, ils se disent, mais on a un problème. Vous videz votre atelier, ça fait vide. On a l'impression qu'il n'y a pas de boulot même. Pourquoi vous videz? En fait, le but de ça, c'est d'envoyer un message au marché. C'est de leur dire, les gars, si vous avez des gros projets là, s'il y a des nouvelles lignes de prod à monter, à construire, on a la place pour le faire. C'est à ça que sert la densification. Alors en plus de tous les aspects 5S et de tous les aspects accélération de flux, mais pour le client, le message qu'on lui envoie quand il vient visiter l'usine, c'est ok, ils ont de la place. Si on a des projets, on peut leur filer. Et puis pour les équipes, c'est aussi une circulation plus sûre. C'est un atelier plus aéré. C'est pas l'impression de travailler dans un garage. Et là aussi, pour moi, c'est une marque de respect de leur dire voilà, vous avez de la place, vous avez de l'espace, vous pouvez circuler librement, vous avez une vue dégagée. Là aussi, c'est un impact en termes de respect pour les équipes. Alors, on a appris plein de trucs, forcément. Déjà, on a découvert qu'il y avait une forte liaison entre le respect des équipes et le respect des clients. Ce qu'on peut se dire là-dedans, c'est que les équipes, elles ajoutent de la valeur et que les clients, elles achètent. Les clients, ils achètent cette valeur, pardon. Qu'une transformation comme ça nécessite une force de conviction importante et aussi l'acceptation de l'erreur. Il faut convaincre par les résultats. Alors, Chris est bien placé, c'est un de ceux qui a le plus souffert. Il est en bout de ligne. On a eu des discussions très, très, très agitées. Mais il faut aussi écouter pour ajuster. Il ne faut pas rentrer dans une espèce de doctrine. On a fait des choses qui n'ont pas fonctionné. Et ça, il faut se l'entendre dire, il faut accepter de se l'entendre dire par les équipes. Et jamais oublier que c'est ceux qui font, qui savent. Au lancement d'une transformation, un des points importants, c'est ce que je vous disais au début quand on parlait de la taille de l'équipe, c'est impossible d'emmener tout le collectif. 150 personnes, et essayer de les convaincre que ça fonctionne, ça ne marche pas. Il faut choisir ses soldats, voilà, et se dire avec ces 3 ou 4 là, on va y aller. Donc on identifie les joueurs clés, on leur donne les outils, et on leur met aussi du challenge, pour qu'à leur tour, eux, emmènent les équipes. C'est-à-dire que l'idée, c'est surtout pas de se dire, bon bah, il n'y a plus Cyril, il n'y a plus Charles, on ne fait plus de ligne. L'idée, c'est de dire, vous allez faire du lean à vos équipes. Les perspectives maintenant, parce qu'il y a quand même un sujet sur lequel on n'a pas parlé, c'est la qualité.
Là, on a des problèmes. Donc aujourd'hui, par rapport aux clients et aux équipes, en termes de vitesse, en termes d'espace, en termes de stabilité, on a atteint un bon niveau. Ça se voit dans les résultats, ça se voit dans la satisfaction des équipes et ça se voit dans la satisfaction des clients. Par contre, d'un point de vue qualité, on ne s'occupe pas radicalement de notre non-qualité. Donc on a lancé le Dantotsu il y a un mois et demi maintenant. On ne connaît pas notre potentiel de gain de productivité lié à la non-qualité aujourd'hui. Quelque chose qu'on ne mesure pas. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a presque sans doute plus à aller chercher en traitant nos problèmes de qualité que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On ne regarde pas les gestes des équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gars qui sont là depuis 30-35 ans, qui font des trucs qui sont écrits nulle part, mais qui permettent de sortir un produit conforme. Et ça, on ne le regarde pas. Et donc, vu qu'on ne le regarde pas, on ne le donne pas aux autres. Notre niveau d'acceptation de la non-qualité aussi, il est trop élevé. Alors ça, c'est notre cheval de bataille du moment. C'est partager le constat avec les équipes, y compris les équipes qualité, que non, un non conforme, c'est pas rien. Ça, on se l'entend dire. Hein. Non, mais c'est que 1 sur 50. On va pas tout trier. Quoi. On va attendre. S'il y en a un deuxième qui nous embête en prod, là, on ira trier. On entend ça. Et on a un objectif de réclamation client par mois qui est de 20 réclamations clients par mois. Donc quand on fait 20, bravo, on a atteint l'objectif. On a emmerdé un client par jour. Bravo tout le monde. À l'échelle du groupe, c'est 3 par jour. Et ça, c'est bien, c'est notre objectif. Une question qu'on se pose aujourd'hui, sur laquelle on ne sait pas répondre, on n'a pas eu de nos clients de feedback sur notre non-qualité. C'est-à-dire que forcément, ça ne leur fait pas plaisir de nous mettre des customer claims, d'accord ? On ne sait pas si on est mieux ou si on est moins bien que les autres sur la partie qualité. L'idée, c'est de se dire, il faut qu'on se rapproche de nos clients, qu'on discute avec eux autour de ce sujet, pour se dire, ok, peut-être qu'on n'est pas mieux que les autres, et que le marché globalement a un niveau de qualité à peu près comme le nôtre. Donc c'est peut-être pas une différenciation négative. Par contre, qu'est-ce qu'on gagnerait à, je sais pas, diviser par 2, 3, 4, 5, le nombre de réclamations clients tous les mois. Ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et donc c'est là aussi où il faut qu'on se connecte avec les clients. Voilà. J'ai terminé. Et